Madame, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 22 octobre 2021. Il est 9 heures, nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Alors, plus de 20% des personnes touchées par la Covid souffrent d'une forme longue. Elles présentent un ou plusieurs symptômes pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois après guérison. Alors, comment se prendre en charge après la Covid? Comment vivre avec ce Covid-19? Ce sera la problématique à laquelle nous répondrons en compagnie du docteur Benachnou. L'Octobre Rose, c'est donc le mois de sensibilisation au dépistage au cancer du sein par excellence. Et justement, le cancer du sein, vu que c'est un problème de santé publique, l'imagerie intervient à toutes les étapes de cette prise en charge du dépistage jusqu'au post-cancer. Alors, quelle est la place de l'imagerie dans la prise en charge des personnes donc, qui présentent le cancer du sein? Ce sera aussi une problématique à laquelle nous répondrons en compagnie d'un radiologue qui sera parmi nous ce matin. Alors, ce mois d'octobre, le 15, le 16 et le 17 de ce mois, la commune de Bnimrouch, dans la wilaya de Béjaïa, a abrité la du Salon national donc, de l'Afrique. Quels sont les enjeux de commercialisation et d'exportation de ce fruit au prix? Aussi une problématique à laquelle nous répondrons en compagnie des organisateurs de cet événement. Alors, après 2 ans d'absence, Lila Borsali, la brillante chanteuse, interprète de la musique andalouse, revient. Donc, elle présentera son concert demain soir au niveau donc, de l'Opéra d'Alger. Boualem Bessayah retour donc, sur ce programme. Emine Debesh sera parmi nous ce matin. Nous reviendrons sur le cycle qu'il a prévu pour ce mois. Donc le cycle cinéma et révolution, nous aurons à revenir sur 2 films qu'il nous proposera ce soir. Voilà pour le programme de cette matinée. Nous vous rappelons que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Et avant de commencer, comme à l'accoutumée, ce sera les nouvelles du ciel en compagnie du Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Et Mina est parmi nous. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors il a fait plutôt frais ce matin. Oui. L'automne s'installe à grands pas. Et il y aura le retour des pluies aussi. Très bientôt? À partir de ce soir, demain. Oui. Très bientôt. Très bientôt. Un peu plus de détails? C'est une bonne nouvelle? Si tu veux. Et comment? Ouais. Et comment? T'es contente? Très. Tant mieux. J'ai accompli ma mission. J'ai fini mon travail, c'est bon. Même si j'adore la chaleur, même si j'adore le soleil, oui. Mais j'aime bien aussi les saisons leur temps. Exactement. Complètement d'accord. Donc ça sera de la pluie? De la pluie à partir de demain. De toute façon, je ne te poserai pas la question par rapport au Koweït parce que de toute façon, tu l'enlèves jamais. Jamais. Mais tu vas juste la doubler ce soir. Exactement. Comment? Tu vas juste la doubler ce soir. Oui, j'y pense justement. Voilà. D'y penser ces temps-ci, je crois que je vais la doubler. Ça sera le projet alors. Voilà. Au mois de janvier, ça sera triplé ou je sais pas encore. Ah, quand même. Carrément, oui. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je me console. Ah oui. Je me console moi-même. Voilà. Un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. Généreusement. Comme à l'accoutumée. Comme d'habitude. Allez, à toi. Merci. Bonjour à tous, excellent réveil. Eh bien aujourd'hui, il fera plutôt beau tout au long de la journée sur l'ensemble des régions nord. À partir de ce soir, on notera un ennuagement progressif d'abord vers la partie ouest et puis le centre en deuxième partie de nuit. Sur la région saharienne, un ciel passagèrement nuageux sur le Hogar, le Tassili, le Sahara oriental, voilé sur les oasis, dégagé sur le reste des régions sahariennes. Et puis on notera de fréquents soulèvements de sable, notamment sur le Sahara central, le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien on notera sur la moitié nord, 26 degrés à Annaba, 24 Batna, 26 également du côté de Hassim Saoud, 24 degrés à Djelfa, Chlef Rilzen, 23 degrés à Biyad Naama, 27 Besha, 34 degrés à Tindouf, 32 Adara Insalah et enfin 40 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer calme un peu agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 20 et 30 km/h à l'ouest du pays et enfin entre 20 et 40 km/h sur le centre et l'est. On passe tout de suite au continent africain pour aujourd'hui. Eh bien, un ciel dégagé au Caire, peu nuageux à Niamey, N'Djamena et Khartoum. Côté Mercure, on notera 28 degrés au Caire, 40 à Khartoum, 37 à N'Djamena et enfin 39 degrés à Niamey. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Et voilà, des températures plutôt agréables. Très agréables. Même s'il va pleuvoir, Même ça reste quand même à 27 degrés, c'est quand même pas trop agréable. chaud, pas trop froid, pas trop d'humidité.
Voilà, tout juste pour faire une bonne transition entre l'été et l'automne. Exactement, et c'est une occasion, justement, on est vendredi, c'est une occasion pour sortir. Surtout, et puis demain, il y aura le concert de musique de Lila Bersali. Et Exactement. puis les activités déjà ont repris, les activités culturelles ont repris. Tout à fait, Ce c'est sera- une très bonne nouvelle. Voilà, ce sera effectivement l'occasion. Exactement. Voilà. Alors, Mina, dans un petit moment, on va écouter une chanson, comme à l'accoutumée, n'est-ce pas? Mais avant cela, nous avons une petite dédicace pour une petite fille. Donc, je vais lire le message tel écrit par son papa, qui lui dit: Joyeux anniversaire, mon petit poussin, mon cœur, ma raison de vivre, Ibtissem. Ton papa chéri Quadri Belkacem qui t'aime beaucoup. Voilà, c'est un message qu'il lui envoie de Paris. Joyeux anniversaire donc de la part de toute l'équipe. De bonjour d'Algérie à Ibtissem, longue vie et surtout beaucoup de santé. bonheur. Beaucoup de bonheur et beaucoup de santé et beaucoup de réussite. Voilà. Mina, merci beaucoup. Merci Nour. On se retrouve tout à l'heure après Journal télévisé du Avec midi, plaisir. celui de 19h. Et demain, Et demain, à partir de sûr. 9h. Et comment? à partir de 9h, oui. Et comment? Voilà, merci beaucoup Mina, allez à tout à l'heure et on continue, pause musicale, ce sera en compagnie de Souad Asla. On vous rappelle qu'en ce moment au niveau de Ain Sifra, dans la wilaya donc de Naama, se tient le festival Diwan. Voilà, je vous laisse apprécier cette chanson et on se retrouve juste après. جايين احنا من الصحراء جايين احنا من الصحراء برمالها وجبالها ومطرها وشفافها بعجاجها وهوالها وناسها الحرة بنخالها وتمرها وزريبتها الموتودة بعجاجها وهوالها وناسها الحرة سيدي بن موزيان أنا حبي وراس مالي سيدي بن موزيان أنا حبي وراس مالي هادوك هما أصحاب النية هادوك هما أصحاب العافية أصحاب الفضل يجيهم المحرومة والداني لا طمع على خوف ما يغيروا أنا يا بالفاني واللي قصدهم ياك هو ديما هاني يا صحراوية من تغيت لبني عباس للصحراء خيار الناس من تغيت لبني عباس للصحراء خيار الناس صحراوية صحراوية بنادرها وقنابرها وقصايدها الحرة بديوانها وغيوانها وشطحتها المركوزة بنادرها وقنابرها وقصايدها الحرة بديوانها وغيوانها وشطحتها المركوزة بسنيتها وكيسانها ونعنعها وشيبتها بسنيتها وكيسانها ونعنعها وشيبتها صحراوية صحراوية محمد البشير سيد القلوب المدني سيدي بن بوزيان سيدي بن بوزيان حبيبي 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 وراس مالي Et de
retour sur le plateau, c'était donc Souad Asla. À présent, docteur Fethi Benachnou est parmi nous. Docteur Benachnou, bonjour. Bonjour. Sabah al-khair, Sabah marhaba. al-khair. Ça fait plaisir de chaque vendredi la petite. Ah, le plaisir est partagé. Allah, le plaisir est partagé, que ce soit par nous, par l'équipe Bonjour d'Algérie ou par les téléspectateurs qui nous regardent. Bonjour, bonjour Algérie. Alors docteur, aujourd'hui on va s'intéresser à une question que depuis donc, la Covid-19, c'est tout le monde qui se pose parce que quand même un pourcentage important des personnes qui ont été touchées par la Covid souffrent de ça. C'est le Covid long. Covid, N'est-ce pas? Donc après, donc, ce sont des symptômes qui s'installent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, les gens divers continuent- symptômes, voilà, divers polymorphes. Voilà. Ouais. Et donc les gens continuent à en souffrir. Donc d'abord, Covid long, c'est quoi? Très bien. On voit que vous êtes une pédagogue et une enseignante. J'essaie, je fais de mon mieux. Covid long, je crois qu'il y a, au fur et à mesure, il y a des appellations qui apparaissent. Covid long, il y a le mot Covid, le mot, moi je résume ça au point de vue linguistique. Il y a le mot Covid et il y a l'adjectif long, Covid long. Depuis presque 2 ans, on parle de Covid. Covid, il faut expliquer ce que c'est le terme de Covid. Ce n'est pas un terme français, hein, c'est un terme anglais. Acronyme, on appelle ça. Ça veut dire coronavirus, la famille des coronavirus. Cov, id. ID, c'est disease, virus. C'est là, le D, c'est disease. Maladie. En anglais, maladie. Et 19, C'est l'année 2019. donc, à laquelle. Moi, je a pense, été et moi, découvert. si je devais proposer, c'est. Il a varié ce Il a Covid. varié. Donc, on Pourquoi change le rester chiffre. 19, on veut 20, 21 ans, mais il faut Oui. le dater. Et long. Pourquoi long? On s'est aperçu que ceux qui sont guéris, et je souhaite que tous et toutes soient guéris, guéris dans le sens où il y a comment on appelle ça, une clarification biologique. On ne trouve plus de Covid, ils sont nettoyés. Mais les patients qui sont guéris du Covid, présentés, on a remarqué premièrement, qu'ils souffraient eux-mêmes. Vous voyez, étant guéris, il y a différents symptômes qui apparaissent, Qui persiste. qui persistent, et qui persistent et qui surprennent. Par exemple, on est comme ça, surtout la fatigue. Quelqu'un La fatigue, est voilà. là, brutalement, il y a une fatigue qui est là. Ensuite, il y a des douleurs, différentes douleurs articulaires, musculaires. On sent que ça ne va pas. Et de plus en plus, on voit qu'il y a des douleurs entre guillemets, au point de vue psychique, au point de vue psychiatrique, neurologique, perte de mémoire, vertige, on ne garde pas. Il y a tout ce qui perturbe la vie de tous les jours. Alors Les justement, gens- qui perturbe la vie de tous les jours, docteur. Alors, Bien sûr, ces quand études- vous êtes assis, voilà. vous avez Un coup de barre comme ça, voilà. inexpliqué sur le champ. qui vous et- tombe dessus. Voilà, et justement, docteur, dans cette même lignée, alors les études ont montré un petit peu qu'il y a environ 20% des personnes atteintes du Covid qui présentent après la COVID, le Covid long. Covid long. Alors, ça veut dire que ce ne sont pas toutes les personnes qui Ouais. souffrent après. Donc, qui sont les personnes qui vont souffrir un petit peu de ce Covid long? C'est une question qui est à l'étude. On fait À des l'étude, recherches voilà, sur encore ça. à l'étude. On ne peut pas a priori dire cette personne, non, c'est la personne elle-même qui vient se plaindre. vient se plaindre, Et voilà. c'est à partir de là qu'on fait des études. Ensuite, cet aspect des choses, il n'est pas lié au Covid. On le connaissait avant. Oui. Et si des gens qui ont eu des hépatites, vivent ces choses-là, une fois guéris, toujours entre guillemets, ils sont surtout surpris par des coups de fatigue. Comme ça, hépatite, avant le Covid, ça n'a rien à voir avec le Covid. Les gens qui ont des hépatites, c'est comme si le virus laisse des traces. Laisse des traces et il est incrusté dans notre corps. Donc, il faut premièrement que le patient soit au courant de ça. Et en matière de Covid long, on commence sachez par exemple que l'on est en train à l'étranger d'ouvrir des services spécialisés à la prise en charge du Covid long. Il y a des équipes médicales
qui se charge de ça. Justement, ça allait être ma prochaine question par rapport à la prise en charge du Covid lent, mais par la même occasion, docteur, à un moment donné, il faut qu'on apprenne un petit peu à vivre avec cette situation, ça, parce que de toute façon, ça va disparaître un jour ou l'autre, ça va disparaître. Alors justement, comment pouvoir gérer cette situation au quotidien? Premièrement, très vite, ne pas dire que c'est une maladie, il faut prendre des médicaments. Parce que nous... Surtout pas de doigts. Pas de doigts. Chez nous, le raccourci est rapide. Voilà. On fait de la médecine symptomatique. J'ai de la température, je donne du paracétamol. Et là, surtout en psychiatrie, surtout quand il y a des signes psychiatriques, premièrement, il faut toujours, quel que soit, il faut toujours explorer. Ça, c'est important. Ne pas tout de suite dire que c'est une atteinte de l'estomac, du cœur, ou non. Il faut explorer et voir comment est l'état deuxièmement, il y a un élément qui est important, c'est la prise en charge psychologique. Il faut écouter ce malade. Il faut, premièrement, il y a une angoisse. Est-ce que le Covid va revenir? Est-ce que je suis devenu handicapé dans ce domaine-là parce que le Covid? Est-ce que je fais une dépression? Est-ce que ce qui est apparu, et c'est pour ça qu'il y a certains services, c'est qu'il faut prendre en charge. Il faut savoir qu'il faut prendre en charge ces patients, ne pas avoir la main rapide dans les traitements symptomatiques, s'ils perturbent énormément, les organiser au point de vue médico-social. C'est pas des gens qui ils veulent pas travailler ou là, non, c'est quelque chose qu'il faut. Ce qui est important, c'est qu'elle commence progressivement à être codifiée, la prise en charge, tant administrative que médicale, même au point de vue traitement. Si le médecin, après avoir exploré, écouté ce patient, moi, je pense qu'il faudrait une équipe pluridisciplinaire. C'est pas, je crois que j'ai mal au cœur, le cardiologue, point à la ligne. Non, je crois qu'il faut le cardiologue, on explore, des électrocardiogrames. Non, mais allez, c'est une toux sèche ou le produit? Elle produit un petit peu. Productive, vous pouvez être rassuré. Moi, ce qui embête les médecins, c'est les toux sèches. Mais attention, ne pas tomber sur les sirops. Par exemple, après le Covid, il y a des signes respiratoires. Par exemple, une toux, tout ça, il ne faut pas aller tout de suite les sirops. Moi, j'aimerais bannir les sirops de la pharmacopée. Quelle chance, docteur, consultation de beau matin en direct, en plus, rien que pour moi. Oui, certain. Non, entre autres, c'est des signes, c'est ça qui est important, c'est des signes qui apparaissent parce que le Covid donne des pneumonies, donne je ne dis pas bronchite, parce que bronchite, c'est des pneumonies. Je crois qu'il faut d'abord explorer, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est des symptomatologies, c'est une situation pathologique, entre guillemets, qui est nouvelle. Attention, même à l'étranger, on découvre de plus en plus. La chose la plus importante, il faut les prendre en charge. Quand ceux qui ont eu un Covid présentent des troubles somatiques, le bras, l'articulation, tout ça, il faut pas dire que c'est quelqu'un qui est, et voir ce qu'il y a derrière aussi, parce que si ce Covid est survenu sur un terrain anxieux, sur un terrain là, il faut savoir gérer tout ça. Alors, est-ce qu'on peut parler après de séquelles? Le mot est trop dur, dans le sens une séquelle, ça a tendance... Ça veut dire que ça va rester toute la vie. Toute la vie. C'est tellement un terrain tellement nouveau qu'il ne faut pas prononcer des mots, poser des diagnostics. Séquelles, moi je serais beaucoup plus apte, c'est pas uniquement moi, c'est une symptomatologie nouvelle qui apparaît après le Covid. Vous savez, on ne les croyait pas avant. On disait que c'est l'angoisse, qui fait du cinéma, on fait tout ça. Mais au fur et à mesure, les choses évoluent. Et je vous répondrai, parce que c'est nouveau. Une séquelle, elle dure ad vitam aeternam. Mais là, ce n'est pas encore bien précis. Donc, ce n'est pas des séquelles, c'est encore nouveau, on est encore en plein étude dessus. Voilà, c'est une symptomatologie post-Covid, et qui n'atteint pas tout le monde. Il y en a qui repartent, mais
il y a une partie des atteints de Covid et qui sont guéris qui présentent ce type de symptômes et il semblerait qu'ils soient nombreux. Voilà, il semblerait qu'ils soient nombreux. Alors justement, quelques conseils, docteur, pour se prendre en charge par rapport à cette situation, parce que quand même, les personnes ont besoin, ils sont dans l'obligation un petit peu de reprendre une vie normale, d'aller travailler, de s'occuper des enfants, donc beaucoup de tâches, j'ai envie de dire, au quotidien. Reprendre sa vie, le cours de sa vie, convenablement. voilà. Ça, c'est important. De plus en plus, il faudrait dire le mot guéri. Parce que moi, quand je vois les statistiques à la télévision, tant de cas nouveaux, tant de cas ceci, tant de cas guéris. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par guéri? Il faut préciser guéri, qu'on ne retrouve plus les éléments biologiques du Covid qui sont partis. Mais attention, ils ne sont pas guéris. Voilà. Moi, je trouve qu'il faut penser un prolongement. Je crois que ça commence en Algérie. Il y a certains thérapeutes qui ont commencé à prendre en charge ça. Je crois qu'il faut, une fois guéris, il ne faut pas les lâcher dans la nature, il faut les diriger vers une équipe. Je dis bien une équipe, mais chez le médecin, il faut les diriger vers une équipe multi-spécialité. Il faut qu'il y ait un psychologue, il faut qu'il y ait, même, il faudrait qu'il y ait un kiné, un kiné, il faut qu'il y ait beaucoup qui prennent en charge ce malade. Mais il faut revoir ce terme de guéri. Guéri, qu'est-ce que ça veut dire? Tel qu'il est prononcé. On a un chiffre, 127 guéris, 12 guéris. Là, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas les lâcher dans la nature. Il faut que les services qui décrètent qu'ils sont guéris les dirigent vers une équipe thérapeutique qui fera... et ça, c'est important. Je crois que moi, je milite, je suis militant pour que l'Algérie, les services médicaux et tout ça participent à ce bouillonnement scientifique. Il faut que l'on arrive à publier scientifique nos propres prises en charge. On a pris tant de malades en charge et il faut qu'ils soient publiés. Il ne faut pas que ces rapports de publication soient mis dans les tiroirs pour qu'on puisse comparer. Parce que la science, c'est ça. Comparer les travaux de telle équipe avec telle équipe qui se trouve en Australie, qui se trouve en Haute-Volta, qui se trouve en Égypte, qui se trouve un peu partout. Et ça, c'est important. Et vous avez bien fait de poser la question. Je crois que le mot guéri, il faut que les services ne leur disent pas alhamdoulilah. Bon, c'est vrai, alhamdoulilah, tout ça, mais il faut que tu sois pris en charge par le... Et la médecine du travail doit jouer un grand rôle. Primordial, oui. Voilà. Les médecins du travail doivent être sensibilisés. Pourquoi faire, et c'est l'occasion de dire, faire une petite formation à ces médecins du travail dans les usines, dans les écoles, et tout ça, il faut les suivre. La médecine universitaire, il y a des jeunes étudiants qui sont passés par le Covid. Je crois que la médecine, les médecins, l'équipe thérapeutique de la santé universitaire, ça existe dans notre pays, se doivent d'avoir une petite formation. J'espère qu'ils écouteront cette chronique sensibilisée. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Encore une fois, pour nous avoir éclairci sur cette question que beaucoup de personnes se posent. D'ailleurs, vous avez eu un entretien juste avant, en coulisses. Vous connaissez tout. Par rapport à cette question. Et merci il faut beaucoup, voir docteur. aussi, ça c'est important, la personnalité antérieure de celui qui présente un Covid long, parce qu'il peut exacerber une personnalité. Là, Effectivement. Merci beaucoup, docteur. Alors, on se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah, pour une autre thématique. Touche encore une fois à la santé publique. Merci beaucoup, docteur. Alors, il faut dire que la Covid est toujours là, même s'il y a une sorte d'accalmie. Alhamdoulilah, il faut dire que les nombres de cas ont baissé, mais il ne faut pas non plus baisser la garde. Ça va être un spot, encore une fois, de sensibilisation Covid, et on se retrouve juste après.
Et le cancer du sein, nous en parlons ce matin puisque c'est Octobre Rose, c'est le mois de sensibilisation au dépistage au cancer du sein par excellence. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité, Dr Abbas Mojdel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue. Oui. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de l'apport de l'imagerie dans la prise en charge donc, du cancer du sein, puisque l'imagerie est présente donc, durant tout le processus du dépistage jusqu'au post-cancer. Absolument, oui. En fait, l'imagerie, la radiologie est le tournant principal dans le diagnostic. Et la prise en charge et le follow-up, c'est-à-dire la surveillance des cancers du sein, dépistés ou diagnostiqués aux différentes étapes de la maladie, effectivement, c'est un passage incontournable en réalité. Alors, on sait très bien que la mammographie reste quand même l'examen de référence de dépistage, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, on parle de mammographie, on parle de mammographie de dépistage. Quelle est un petit peu la différence entre ces différents examens? Alors, le dépistage ou la mammographie de dépistage, le dépistage par définition s'adresse à des personnes qui n'ont absolument aucun symptôme. C'est-à-dire, on va aller vers la grande population des femmes, dans le cas du cancer du sein, qui n'ont pas de symptômes. On va aller leur faire subir ou faire passer des mammographies, généralement couplées à une échographie mammaire, à la recherche des anomalies qui peuvent être soit un cancer ou sinon des anomalies, comme l'image que nous voyons, c'est une image typique d'un cancer du sein en réalité, vue à l'échographie par contre, et qui vont déceler ces anomalies-là. Le diagnostic, au fait, à la mammographie, une autre définition, s'adresse à des patientes qui ont déjà des symptômes, c'est-à-dire des femmes qui ont eu cette sensation de boule au niveau du sein, quelque chose de dur, un écoulement mammaire, une rétraction mamelonnaire, une modification de la peau du sein, le phénomène de ce qu'on appelle de peau d'orange, c'est-à-dire une peau qui va devenir rouge, inflammatoire, rétractée un petit peu, un écoulement sanglant mamelonnaire, etc. À ce moment-là, il ne s'agit plus de dépistage parce qu'il y a déjà des symptômes, mais une démarche purement diagnostique. Alors vous avez parlé donc d'échographie, on va comprendre par là que la mammographie finalement peut être complétée aussi par d'autres examens radiologiques. Généralement, elle est complétée par l'échographie. Au fait, la mammographie, elle est très très fiable dans tous les cas et surtout lorsque le sein est assez graisseux. Au fait. Plus le sein est graisseux, plus il est transparent, il est vraiment transparent vrai, au sens figuré et au sens vrai parce qu'il nous permet de déceler les différentes anomalies qui seraient être présentes. Par contre, lorsque le sein il est plutôt jeune ou sinon dense, c'est-à-dire toujours riche en tissu glandulaire, la mammographie devient un peu difficile à interpréter et donc on va aller vers l'échographie. La mammographie va servir de moyen si vous voulez, d'orientation, de ciblage des lésions et l'échographie va permettre une meilleure caractérisation. Donc, les choses se font généralement en couple écho-mammographie.
Alors justement, on parle un petit peu de mammographie. On sait très bien que la mammographie c'est destiné un petit peu pour les femmes de plus de 40 ans. Oui. Pour les femmes donc, de moins de 40 ans, elles ont d'autres examens. Mais lorsqu'on parle de dépistage, donc de sensibilisation au dépistage, on s'adresse beaucoup aux femmes de plus de 40 ans. Donc on dit toujours que ce sont les femmes de plus de 40 ans qui doivent donc aller se faire dépister même si on n'a aucun symptôme. Qu'en est-il des jeunes? Alors qu'on sait très bien que le cancer du sein peut atteindre aussi des femmes beaucoup plus jeunes. Donc on a eu des cas de jeunes filles de 18, de 19 ans qui ont présenté justement un cancer du sein. Oui, en fait, les recommandations internationales, de façon générale, parlent de dépistage du cancer du sein à partir de l'âge de 40 ans, effectivement, par mammographie. Dans les cas des cancers chez les patientes qui sont jeunes, au fait, le cancer du sein chez les femmes jeunes survient dans un contexte particulier qui est contexte familial et dans le contexte où il y a des modifications génétiques, des mutations génétiques qui doivent être allées rechercher. Dans ce cas-là, c'est un message à faire passer au fait lorsqu'il y a beaucoup, entre guillemets, de cas de cancer du sein dans la famille, la sœur, la maman, la sœur, la tante, ça serait bien, il serait préférable déjà de faire passer un message de sensibilisation à ces jeunes femmes pour, premièrement, l'autopalpation. Il ne faut pas négliger ça. L'autopalpation qui va aller chercher des petites anomalies, des modifications du sein que la femme même pourra détecter et, au cas échéant, aller consulter pour se faire examiner tout simplement. Et au besoin, effectivement, chez les femmes jeunes, on préfère beaucoup plus un examen échographique. Il n'est pas douloureux comme la mammographie, même si la mammographie ne présente pas un très très grand inconvénient en termes de douleur, si vous voulez, et qui est un examen qui est assez fiable dans la détection des anomalies et qui nous permet, dans les cas dont je viens de vous parler, c'est-à-dire les cas familiaux, de poser des diagnostics, que ce soit du cancer du sein ou sinon d'autres lésions ou anomalies qui peuvent être précancéreuses. Je prends l'exemple de ce qu'on appelle généralement les tumeurs phyllodes. Ce sont les tumeurs qui sont dites borderline, qui peuvent être dégénérées, qui peuvent dégénérer en cancer et donc qui nécessitent une surveillance étroite. En plus du fait que le cancer du sein familial survient généralement chez des femmes qui sont jeunes. Alors, justement, là, on parle un petit peu des jeunes patientes, donc de moins de 40 ans. Il faut dire que vous, les médecins, vous n'attendez pas le mois d'octobre pour faire la sensibilisation, vous le faites tout au long de l'année. Et il y a quelques semaines de cela, vous avez vous-même posté une radio d'une jeune femme de 26 ans, on va dire un petit peu choquante pour le moins qu'on puisse dire, Ah oui, n'est-ce oui. pas, pour dénoncer une pratique. D'ailleurs, c'est ce qui fait un petit peu que lorsqu'on présente ce genre de pathologie, on va aller chercher toutes les solutions pour guérir, n'est-ce pas? Alors ça, c'est une situation très très dramatique au fait qui concerne beaucoup de malades cancéreux. C'était le cas d'une jeune femme de 26 ans, tenez-vous bien, qui était porteuse d'une tumeur du sein, qui a été, entre guillemets, prise en charge par un guérisseur herboriste. Ce qui était malheureux, c'est que nous l'avons reçue, elle était déjà à un stade très très avancé, pratiquement, c'est des cas qu'on ne voit qu'en fin de vie. Et avant, c'est carrément des cas qui sont historiques. C'était une énorme tumeur du sein avec des métastases au poumon, au foie, des métastases osseuses. Au fait, c'était un cas avec une espérance de vie de quelques mois. Ceci est complètement inadmissible parce que ce sont des pratiques qui se généralisent, qui touchent les cancéreux, les diabétiques, les hypertendus, des personnes qui s'autoproclament guérisseurs et qui arrivent à entre guillemets, convaincre les gens qu'ils ont les solutions que la médecine moderne n'a pas. Alors non seulement cette pratique est illégale, mais en plus elle est extrêmement coûteuse parce que les témoignages des patients parlent d'honoraires qui peuvent aller jusqu'à 50 000 dinars par consultation. Et c'est des gens qui peuvent convaincre, qui arrivent à faire inculquer aux patients qu'ils ont la capacité de guérir un cancer, une maladie chronique comme l'hypertension, alors que c'est complètement faux. Alors maintenant, l'appel est lancé aux autorités pour sévir et pour sanctionner de façon assez sévère, parce que c'est tout simplement anti-déontologique. Si un médecin s'est engagé pour prendre en charge la santé d'un patient, c'est parce qu'il a fait de très longues années
d'études parce qu'il a fait beaucoup et qu'il a beaucoup pratiqué. Il reste tout le temps en remise en question. Souvent, on travaille en groupe. Et assez souvent, on se dit que peut-être que nous n'avons pas raison, on se concerte, on revoit les résultats des examens que nous demandons pour être sûrs de nos diagnostics. Il est impensable, il est inacceptable de laisser des gens qui n'ont rien à voir avec le métier de médecine prendre en charge nos patients. Effectivement. Alors, pour revenir un petit peu à la responsabilité des médecins ou leur rôle donc, dans la prise en charge du cancer du sein, il faut dire qu'il y a une stratégie thérapeutique qui repose sur plusieurs méthodes. Donc, on a le traitement par la chimiothérapie, radiothérapie, les traitements hormonaux, etc. Alors, est-ce que c'est la même stratégie pour toutes les patientes ou c'est vraiment du cas par cas? Ah non, c'est au cas par cas en fait. Comme le disent nos collègues oncologues, il y a des cancers du sein. Chaque femme a son cancer du sein et chaque femme va avoir un parcours thérapeutique différent d'une autre femme. Exemple, un cancer in situ, une petite tumeur de moins de 2 cm, c'est-à-dire un cancer qui est resté au plan cellulaire. La femme ne va pas subir une mastectomie, c'est-à-dire on ne va pas lui enlever son sein, on va enlever uniquement la tumeur. On peut enlever uniquement la tumeur et ne même pas avoir recours à une chimiothérapie. Et ça peut être largement suffisant, évidemment, avec une surveillance régulière comme pour tous les cancers. Et d'autres femmes qui ont des tumeurs qui sont plus volumineuses, qui ont des métastases ganglionnaires au niveau de l'aisselle, donc elles vont subir une chimiothérapie, une mastectomie, un curage ganglionnaire, etc. Donc chaque cancer du sein, chaque femme est un cas à part qui doit faire qui va subir un traitement qui est bien spécifique à elle. Alors justement, qu'en est-il de la prise en charge du cancer du sein en Algérie? Sur quel point de vue? La prise en charge médicale. Alors, pour rester dans l'honnêteté professionnelle, le parcours des patients cancéreux, cancer du sein ou autres, reste un parcours du combattant en Algérie. Parce que si, par chance, elle est dépistée, cette femme ou ce patient qui vient pour X ou Y raison consulter chez qui on pose le diagnostic, il a de grandes chances pour voir tous les examens qu'il va subir, scanner, IRM, bilan, etc., revenir à sa propre charge. Parce que les structures publiques, malheureusement, n'ont pas encore la capacité de prendre en charge l'ensemble des patients. Mais en général, je reviens au cadre général, les patients sont pris en charge. Les patients sont opérés, font leur chimiothérapie plus ou moins de façon adéquate. La grande crise de radiothérapie qui existait à la fin des années 2000 n'existe plus, heureusement, aujourd'hui, parce qu'il y a eu la généralisation de la radiothérapie en Algérie. La grande crise qu'il y a eu avant n'existe plus parce que aussi il y a des structures libérales qui se sont mises à travailler dans le domaine de l'oncologie médicale, dans la radiothérapie, dans la chirurgie du cancer, etc. Donc l'éventail thérapeutique existe toujours. Les insuffisances existent aussi. Les traitements innovants manquent parfois. Parfois des drogues de chimiothérapie classique manquent. Et donc tout cela rentre dans le cadre des difficultés qu'un patient atteint du cancer en général ou d'une patiente atteinte du cancer du sein peuvent rencontrer, mais ce n'est pas une raison pour dissuader les femmes à aller se faire dépister et rentrer dans le pipe de la prise en charge qui est globalement satisfaisante. Alors il faut aussi qu'on rappelle un petit peu l'effort de la société civile, des associations notamment, qui font quand même un travail considérable aux côtés donc, du personnel médical pour pouvoir convaincre un petit peu les femmes et aller surtout dans des zones enclavées afin d'encourager les femmes justement à se faire dépister. Alors, docteur, je reviens un petit peu à la place de l'imagerie donc dans la prise en charge du cancer du sein. Il faut dire que même après traitement, même après guérison totale, il y a un suivi qui doit se faire. Donc l'imagerie, encore une fois, intervient dans le traitement post-cancer. Ah oui, toujours. En fait, l'imagerie, elle est là pour le diagnostic ou le dépistage, mais aussi pour la surveillance. Les patientes le savent très très bien. Elles doivent subir des échographies régulièrement, des mammographies pour le sein qui n'a pas été traité, ou sinon pour le sein qui a été traité de façon partielle, c'est-à-dire une tumorectomie.
elles vont faire des mammographies, des échographies de surveillance, des scanners de façon régulière et qui vont permettre la détection des récidives. Parce que les récidives peuvent exister, des récidives à des stades qui peuvent être pris en charge. Aujourd'hui, je rassure les patientes qui sont atteintes du cancer du sein pour dire que le traitement du cancer est beaucoup plus agressif et que même s'il y a des récidives, on peut les prendre en charge, on peut les traiter de façon chirurgicale ou de façon médicale, c'est-à-dire chimiothérapie, de telle façon à ce que on continue cette guérison, à entretenir cette rémission et continue à entretenir l'espérance de vie des patientes, chose qui n'était pas le cas pendant les années 80-90. Par exemple, à cette époque-là, lorsqu'on trouve une seule métastase au niveau du foie, on s'arrête et on se dit on va aller à une chimiothérapie qui est palliative, on n'a absolument rien à faire à cette patiente. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout. Et c'est le cas aujourd'hui? Quel est le cas aujourd'hui? Alors aujourd'hui, même s'il y a des métastases, on va discuter le cas de la patiente. S'il y a une seule métastase au niveau du foie, on va aller opérer le sein, on va aller opérer le foie pour enlever la métastase. S'il y a une récidive, on va faire de la chimiothérapie et les métastases vont disparaître, ont de grandes chances de disparaître de toutes les façons, et on continue à les prendre en charge. Aujourd'hui, l'espérance de vie des patientes qui sont atteintes de cancer du sein est beaucoup plus importante. Avant, on parlait de récidive à 5 ans. Aujourd'hui, on parle de récidive à 10 ans parce que, justement, l'efficacité de l'arsenal thérapeutique dont on dispose est beaucoup plus importante que ce qu'elle a été dans le passé et l'espoir reste toujours ouvert et les perspectives de traitement, des traitements innovants qui apparaissent de jour en jour, ça c'est l'évolution de la médecine, garde toujours les portes de l'espoir à une guérison, une meilleure prise en charge toujours ouverte. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est prouvé que s'il y a un dépistage précoce, il y a quand même guérison totale. Absolument, le dépistage précoce, en tous les cas, si on parle et on insiste sur l'importance du dépistage, c'est parce que justement, la prise en charge très précoce d'un cancer du sein aboutit non seulement à une rémission, mais carrément à une guérison. Aujourd'hui, nous avons des patientes qui vivent 20 ans, 25 ans, 30 ans après le cancer du sein. Elles finissent par oublier cette maladie, à passer complètement à autre chose. Voilà, même si elles décèdent d'autres choses, absolument, pas forcément tout à fait, du cancer. Alors, docteur, vous êtes radiologue, il faut dire que lorsqu'on est radiologue, il faut faire quand même appel à plusieurs compétences, d'autres compétences médicales afin de pouvoir dépister ces pathologies. Oui, au fait, le travail de radiologue, souvent on pense que les radiologues ils font la lecture des images. En fait, c'est pas ça, non. Nous avons tout le temps besoin de discuter avec les patientes ou les patients en général. Nous avons toujours besoin de les examiner, de mettre la main sur là où ça fait mal, d'orienter notre examen radiologique, de discuter avec les patients pour leur dire voilà ce qu'il vous faut. Comme exploration, d'avoir des discussions avec les médecins traitants pour orienter la prise en charge. Et donc, oui, au fait, la radiologie, comme toutes les disciplines médicales, ont beaucoup évolué ces derniers temps. D'ailleurs, dans la prise en charge du cancer du sein, la place de la radiologie n'est pas uniquement un diagnostic d'imagerie, mais aussi on pratique aujourd'hui ce qu'on appelle les biopsies sous radio-guidées, les biopsies stéréotaxiques, les biopsies avec des moyens radiologiques plus performants. Et donc la place de la radiologie est beaucoup plus importante. Elle n'est pas uniquement à but diagnostique, mais elle est aussi à but thérapeutique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la radiologie interventionnelle. Alors, docteur Mejdel, nous sommes en plein mois de sensibilisation donc au dépistage au cancer du sein. Un message à faire passer à toutes les patientes qui nous regardent? Alors, le premier message, c'est de ne jamais avoir peur du dépistage. Premièrement, il faut aller se faire dépister si vous avez plus de 40 ans, il ne faut pas avoir peur de cela. Il n'y a aucun problème avec la mammographie, c'est un examen qui est simple, un petit peu douloureux, mais qui n'est pas du tout irradiant, il faut y aller. Deuxièmement, si on prend en charge correctement et de façon précoce, je le répète, la maladie sera guérie. Et troisièmement, les traitements dont on dispose aujourd'hui permettent une complète guérison de la maladie, donc il faut y aller. Voilà. Merci beaucoup, Dr Abbas Mejdel, d'avoir été parmi nous ce matin. On rappelle, vous êtes radiologue et merci encore une fois. Et on continue donc les actions du dépistage du cancer du sein continue. Et notre collègue Feri Al-Hamdi s'est rendu au niveau de la wilaya de Tipaza pour revenir un petit peu sur ces actions en compagnie de l'association Al-Amal et on se retrouve juste après.
Octobre Rose est un mois dédié à une lutte mondiale contre le cancer du sein. La wilaya de Tipaza, rien que le service là où je suis, c'est-à-dire le HS mère-enfant Tijani Haddam, on a eu à opérer pratiquement une quarantaine de malades la première année de l'ouverture du nouveau service. Et là, on est presque, cette année, Inch'Allah, à presque 3 fois le chiffre. Parce qu'on capte de plus en plus de patients. Sinon, au niveau national, vous savez que cette année, on est à 14 000 nouveaux cas. Il y a pratiquement 1000 nouveaux cas annuellement. L'association El Amel de Hadjrat al-Nos mène des actions de sensibilisation dans les zones rurales enclavées pour engager des dépistages précoces. On est au Doua Sidi Abdelkader de la Daïra de Damous, wilaya de Tipaza. Comme c'est le mois rose, donc tout le monde sait qu'on fait des sorties, c'est-à-dire pour le dépistage de cancer du sein. On est là avec notre équipe de l'association, avec la participation de la cellule d'écoute de Tipaza. On a organisé cette journée pour faire du porte-à-porte pour dépistage, pour trouver des femmes qui sont malades, ou alors on fait un dépistage dans ce sens. Alors il faut un dépistage précoce, des examens radiologiques après un certain âge, avec chaque 2 ans, une échographie mammaire ou une mammographie, la palpation des seins par la patiente, consulter un médecin régulièrement et aussi une hygiène de vie correcte. Cette association, et grâce à ses efforts et son travail, est arrivée à forcer le respect de toute la communauté solidaire et active, qui s'attelle à soulager les patientes atteintes du cancer, un mal qui ronge les malades et leurs proches. On travaille aujourd'hui avec l'association Al-Amal, qui est une association communale. Bientôt, alors, à son agrément, pour passer en association de wilaya. Et il y a l'aspect socio-économique, à ne pas occulter. La prise en charge coûte très cher. Les gens sont quelquefois très démunis. Donc on a besoin de travailler avec le mouvement associatif pour qui nous accompagne pour qu'on puisse faire le diagnostic, le suivi, etc. pour la malade. C'est la première fois حنا كواحد يجينا هكايا ويدخل عندنا وكيما احنا نقول يشوفنا كيفاش رانا كيش عاملين كيش عايشين الحمد لله يا ربي وتبارك الله فيكم وش نقول كاع ننسى الكبارات الصغارات كاع يروحوا كاع يجريوا ويشوفوا بس كي هذا المرض راهم هذا المرض الموت احنا كيما نقولوا. Le cancer du sein constitue un véritable combat si l'on considère la longueur des parcours thérapeutiques, un véritable parcours du combattant pour ces femmes. Combattant ces femmes qui trouvent de l'assistance de la part de tout ce mouvement associatif, mais aussi le personnel médical. Nous étions en train d'en parler et la 19e édition du Salon de la Figue a eu lieu le 15, 16 et 17 de ce mois au niveau de la commune Beni Mouch dans la wilaya de Béjaïa. Nous en parlons ce matin en compagnie des organisateurs, à savoir M. Omar Boukouch, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Bonjour. Et parmi nous également M. Khaled Loudjani, vous êtes aussi organisateur, bonjour. Bonjour madame. Marhaba bikoum. Alors c'est la 19e édition, c'est donc une tradition aujourd'hui qui s'est installée donc, dans la commune de Beni Mouch afin de fêter la figue. Exactement. Alors, parlez-nous un petit peu de cette 19e édition. Effectivement, madame, donc c'est la 19e édition, donc c'est devenu une tradition, une coutume de la commune. Donc, c'est tout le monde qui s'attend et qui attend cette journée. Chaque année, on fête la fête de la figue. Donc, notre objectif, c'est de développer, c'est de promouvoir ce produit. Donc, je dirais, tant mieux, on a pu. Je crois que c'est en 2014, donc on a décroché la région. Donc, et donc c'est Bijaya, Sétif, je crois, Borj. Donc nous travaillons actuellement, il y a des problèmes, mais on est là, déterminé à aller jusqu'au bout. Donc, soit dans en ce qui concerne beaucoup plus l'importation, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, aussi la traçabilité de ce produit, malgré que, bon, c'est pas une nouveauté, c'est-à-dire nos parents, bien, donc,
On travaille avec le même procédé, bon, c'est-à-dire il y a le travail de la terre, la taille, bon, la caparification, le séchage, c'est-à-dire on utilise bon, des matériaux, des matières premières, bon, c'est une matière bio, donc voilà. Donc il reste le problème qui se pose actuellement, c'est le problème de contrôle. De contrôle. Alors, on va justement revenir sur cette question, mais avant cela, cette 19e édition, donc quelle est un petit peu la nouveauté? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau par rapport aux éditions précédentes? Oui, bien sûr. D'autant plus que cette année, c'est très particulier. Donc, c'est le Covid, il y a eu les incendies pendant l'été. Premièrement, moi, je rends hommage au premier organisateur de la fête de la figue de Beni Maouche qui a débuté en 1996. Le 24 octobre 1996, ça fait quand même un bon parcours. Je rends hommage au président des assemblées populaires de la commune de Beni Maouche qui ne cesse d'aider la filière, ou bien la filière figuicole, ou bien la figue au niveau de la région. Ce qui concerne cette année, ça a été, on a vécu 3 jours. Vraiment, c'est formidable. C'est tout le monde qui était content au niveau national. Il y a la participation du Wilaya qui s'est présentée au niveau de Beni Maouche. 130 exposants, 55 participants. C'est des adhérents, c'est des figuiculteurs qui ont adhéré au processus de léger, comme a dit M. Loudjani. Nous avons 55 adhérents producteurs participant à cette festivité. Au cours de ce festival, on a eu une convention signée entre notre association et l'association Imsinda Doum El-Bouaki. Dans le cadre du partenariat de travail, on a visé bien sûr l'aspect commercial. Pourquoi pas notre produit, ça va se vendre au niveau d'Oum El-Bouaki et les wilayas de l'Est. Et par contre, eux, ils vont nous ramener leurs produits, on va s'occuper de la vente. On a fait des communications animées par des chercheurs et professeurs universitaires de l'université Abdelrahman Mera de Bijaya et de Boumerdes. Ça a été bien fait, c'est tout ça, comme il a dit M. Loudjani, c'est pour promouvoir la figue, la filière figuicole au niveau de notre région qui est composée de 21 communes, dont 11 communes de la wilaya de Bijaya et 10 communes de la wilaya du Sétif, en attendant l'arrivée de la wilaya de Borj Baralic. Très bien, alors pour revenir un petit peu à ces festivités, alors on vous propose tout ça en images, parce que Fali Al-Hamdi s'est rendu au niveau de la commune de Beni Maouche pour donc, nous ramener ces images de cette 19e édition donc de la fête de la figue. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Nous sommes à environ 900 mètres d'altitude, et plus précisément à Beni Maouche, situé dans le sud de la wilaya de Béjaïa, au pied de la montagne de Ashtoug. L'activité principale de cette région est agricole, connue par la production de la figue. Ça fait partie du patrimoine des gens de Beni Maouche. Par tous les villages, les 28 villages, il n'y a pas quelqu'un qui ne possède pas un figuier ou 2 figuiers. Ou c'est notre mode de vie. 130 exposants ont animé l'ouverture de la 19e édition de la fête de la figue, qui intervient cette année dans un contexte particulier, marqué autant par les incendies d'été que le manque d'eau. Je peux vous le dire au niveau mondial, ce n'est pas question au niveau de l'Algérie tout simplement. Parce qu'il y a des pays productifs. Par exemple, nous prenons le cas de la Turquie, le cas de la Syrie, le cas du Moyen-Orient. Ce sont tous des pays productifs, même de l'Espagne. Mais la qualité diffère. Les visiteurs venus déambuler dans les allées du marché hebdomadaire de la commune ont eu le choix de choisir entre les qualités et les prix. Le fruit étant présenté sous toutes ses coutures, qu'il s'agisse de son gabarit, de sa couleur ou de sa saveur. Ces événements qu'on fait, c'est vraiment impeccable pour revivre la matière elle-même. Pour la figue, pourquoi elle est exceptionnelle? Il y a des autres régions, qui disent on travaille, on fait la caparification, mais ce n'est pas la même chose.
Nous, on a cette particularité de l'altitude. De l'altitude, ça joue un très grand rôle. On connaît la figue, ça fait depuis les grands-parents, on connaît la figue. Mais la figue de Bni Maouch, c'est spécial. Quoi qu'il en soit, l'événement suscitait beaucoup de moments de joie, permettant à tous les amateurs de se retrouver et de faire leurs emplettes, d'autant qu'à côté de la figue, des étalages proposant des produits du terroir comme l'olive, l'huile et le miel, ainsi que l'artisanat. C'était donc la 19e édition du Salon de la figue qui s'est tenue dans la commune de Bni Maouch, la wilaya de Béjaïa. C'est un reportage signé Feria El Hamdi. Monsieur, je reviens à vous. Donc, il faut dire que la figue algérienne a été labellisée en 2016. Donc, quels sont un petit peu les avantages de ce label? Sincèrement, les avantages, les premiers avantages qu'on a eus, c'est la valeur ajoutée à la figue. Avant, on ne trouve pas, on le vend. Mais maintenant, il y a beaucoup de demandes, on a beaucoup de propositions, la commercialisation de la figue, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a remarqué au niveau de notre région? C'est tout le monde qui s'intéresse au travail de la terre, notamment le figuier. Et justement, alors vous avez parlé un petit peu de vente, de commercialisation. Alors quels sont aujourd'hui les enjeux de commercialisation, d'importation, surtout de la figue, parce qu'il faut dire que la figue algérienne particulièrement est très prisée. Hein. Donc on voit un petit peu les réactions dans le monde quand on arrive à exporter donc ce qu'on peut exporter, mais quels sont les réels enjeux aujourd'hui de cette exportation et de la commercialisation de la figue? Bon, je vais enchaîner avec le reportage, comme il disait la dame là, que la figue de Bni Maouch, il a un cachet un peu particulier, certes. Donc c'est ça ce qui fait il a eu cette distinction. Donc l'enjeu de ce produit ou bien de l'importation, comme je vous le disais auparavant, madame, il y a un problème. Le problème qui se pose, c'est-à-dire la traçabilité, il n'y a aucun problème. Donc il reste un problème de contrôle, parce que l'organisme qui est chargé... Alors qu'est-ce que vous entendez dire par contrôle? Le contrôle, contrôler quoi exactement? C'est-à-dire il y a une traçabilité. Donc le produit, il commence par le travail de la terre, la caprification, la cueillette, le séchage, c'est des clés. Voilà, c'est un petit modèle à la Kulihad. Donc le séchage, le stockage, donc tout ça, il faut qu'il y ait un contrôle. Effectivement. Donc est-ce qu'on a respecté les clauses du cahier des charges? Donc mais malheureusement, l'organisme chargé de ce contrôle, c'est bien l'ETAF. Mais malheureusement, il n'a pas honoré ses engagements. Je ne sais pas par faute de moyens, mais il n'a pas. Donc on est à mi-chemin. Donc cette opération, elle reste à mi-chemin. Et justement, ce genre de manifestation que vous faites, notamment la 19e édition, ces éditions donc, du salon, font un petit peu la promotion de tout ce qui doit se faire pour pouvoir donc donner les meilleures qualités de nos produits. Bien sûr, madame. Donc aussi, il y a un autre problème, c'est-à-dire, il y a le problème des analyses, c'est-à-dire au niveau, pour procéder à l'exportation. Donc il y a un autre problème, parce que la majorité des gens, c'est des fellahs, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas des moyens pour faire face aux dépenses des analyses. Donc ce qu'on nous demandons aux autorités compétentes, c'est de nous aider au moins pour une période, je dirais une période, de nous accompagner pour une période de 3 ans, de 5 ans, c'est-à-dire de nous faciliter les procédures douanières, les analyses microbiologiques, parce qu'à ma connaissance, il y a des produits qui ont été refoulés faute qu'ils ne répondaient pas aux normes européennes. Donc, parmi bon, je vais ouvrir une parenthèse, je crois que c'est à la 18e édition, donc il y a eu un séminaire national sur la figue, donc il y a eu des propositions, il y a eu des recommandations. Donc, il y a monsieur le Papi pour les études, pour les analyses, mais malheureusement, cette enveloppe qui doit être octroyée, mais malheureusement, donc, il n'a pas tenu ses engagements. Ça sera donc un appel que vous allez lancer ce matin à travers l'émission.
pour qu'ils nous aident financièrement, c'est-à-dire c'est pas le Fellah, ils vont pas aider le Fellah directement, mais au moins pour prendre le problème par exemple de l'emballage, parce qu'il y a un problème. Donc on doit choisir la matière qui répond, la matière adéquate qui répond pour garder sa fraîcheur, pour garder pour une meilleure conservation. Voilà, pour garder ses qualités. Particulièrement pour les différents, pour le bien sûr, pour les conditions. Voilà. C'est-à-dire, c'est dans ce contexte qu'on demande de l'aide. Très bien. Sinon, le reste, je crois, on est sur la bonne voie. Donc, les membres de l'association sont déterminés, à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, notre objectif, c'est de faire de la figue de Bni Maouch, bon, c'est la meilleure qualité, elle est reconnue, je dirais même mondialement. Effectivement. Donc, notre objectif, c'est d'aller au-delà des frontières, c'est-à-dire de la promouvoir sur le plan, sur l'échelle internationale, effectivement. Alors, on va, oui, allez-y. Madame, concernant l'exportation, bien, nous, il nous manque de l'organisation. Organisation de la filière, bien sûr, on doit être bien organisé. Il faut l'intervention des investisseurs, parce que la figue, c'est un peu cher, c'est pas n'importe qui peut exporter cette matière-là. Donc, nous sollicitons des investisseurs à se rapprocher au niveau des régions de Bni Maouch pour pouvoir collecter la totalité de la figue, y compris pour l'exporter à l'extérieur ou bien de le distribuer au niveau national. Ah ben voilà. Merci pour cet appel que vous avez lancé et merci surtout pour tout le travail que vous faites pour la promotion de la figue. Nous vous remercions d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, donc Monsieur Omar Bekouch, vous êtes organisateur donc, de cette fête. L'association des figuiculteurs de la commune de Bni Maouch. Voilà, et Monsieur Khaled Loudjani, vous êtes aussi organisateur de cette fête. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue. Alors cette semaine, en plus de la fête de la figue, il y a eu aussi une autre fête. Donc c'est beaucoup plus une fête, on va dire, spirituelle. Là, on a fêté le Mouloud, donc le Mouloud de Rasul alayhi salatu wassalam. Et justement, donc à travers les différentes régions d'Algérie, chaque région va célébrer, va fêter cette fête donc spirituelle à sa manière, selon ses traditions, selon ses coutumes. Riles Ould Hamouda, lui, s'est déplacé à Miliana et vous savez que c'est une région qui est très connue par une célébration très particulière qui n'est autre que le Mnara. Alors je vous laisse voir un petit peu cette tradition et on se retrouve juste après. Depuis longtemps, la célébration du Mawlid al-Nabawi à Miliana revêt un cachet particulier. À cette occasion, les Milianais mettent en œuvre des maquettes faites de bois, prenant les formes de mosquées, de tours ou de bateaux. Une fabrication typiquement locale que l'on appelle la Mnara. Le musée de Miliana il a abrité cet événement من أجل إعادة بحث عادات وتقاليد مدينة مليانة. Moi, je représente la Manara de mon grand-père. Mon grand-père qui a fait la première Manara à Miliana en 1930, en forme de bateau. Mon grand-père, il a fait la Manara pour montrer aux Français que nous sommes des musulmans, des Algériens musulmans. Il a fait le bateau, il a fait des canons qu'il avait travaillé lui-même. C'était un armurier et en même temps le qubbat al-Jama'. Le jour de Mawlid al-Nabawi, c'est un jour très spécial chez nous. On fait d'abord sortir la Mnara que vous avez vue. C'est une Mnara qui sort en principe de Sid Ahmed Ben Youssef et elle fait le tour de Miliana et on demande à toutes les personnes qu'on rencontre dans les maisons et qui nous donnent des offrandes. يعني وفرحة الأطفال وخاصة الأطفال اللي لموهم بلباس تقليدي فرحتهم هذا المولد نعلموهم السيرة النبوية نعرفوهم بمولد النبوي صلى الله عليه وسلم نعلموهم كيف كانت التقاليد تاعنا بكري ودوكا وندير لهم الحنة. Je suis fière d'être une fille milianaise parce que chaque année on a honoré cette occasion de Mawlid Nabawi Sharif. نجيبوا المنارة ونديروا أكلات شعبية جزائرية ونكونوا فرحانين كناس مليانة. À Miliana, après les restrictions liées à la crise sanitaire, un regain d'intérêt semble réapparaître pour cette fête, célébrée dans la joie et la bonne humeur.
cinéma et une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Place au cinéma. À présent, ce sera en compagnie de Amir Debbache. Amir, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, très bien. Très bien, ça va. Alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, ça va être le troisième station du cycle que vous proposez donc aux téléspectateurs, cinéma et révolution, à travers 2 films que nous aurons le plaisir de suivre ce soir. Effectivement, alors 2 œuvres majeures ce soir parce que ce sont des films qui ont marqué d'abord la cinématographie algérienne. Il s'agit du premier film qu'on présente, celui de Abdelaziz Tolbi, qui s'intitule Noua. C'est un film qui est sorti en 1972. Et quand on parle de Abdelaziz Tolbi, c'était un militant de la LN et il est même blessé. Et il va partir en Tunisie, puis il va faire des études cinématographiques. Il va partir travailler à la télévision allemande et il revient à la RTA, bien sûr, quand on a recouvert la souveraineté sur la télévision et à la radio pour... 28 octobre 62. Effectivement, pour travailler sur la thématique de la révolution. C'est un précurseur, j'allais dire, parmi les premiers qui ont travaillé sur cette thématique, notamment celle de la spoliation des biens, sur la souffrance, notamment de la paysannerie algérienne, quelque chose qu'on n'en parlait pas. Hein. Si on retrouve, par exemple, si on va voir la filmographie, on va trouver quelques films, notamment celui de Lamine Merbah, par exemple, Les Déracines et Ibn Hendel. Il a ce film-là qui s'intitule justement Noua, qui est aussi un regard très particulier sur les souffrances à la veille du déclenchement de la révolution du 1er novembre, de villageois qui bien sûr subissaient les affres du colonialisme, bien sûr, les spoliations des terres et puis aussi exploitation des biens, exploitation des personnes. Et puis il y a une histoire d'amour parce que Noua, c'est le nom d'une femme et c'est la femme algérienne. C'est un peu une allégorie à cette Algérie qui veut se libérer, qui veut partir vers son indépendance. Ce qui est marquant dans ce film, c'est son authenticité, l'authenticité des images. Et on disait dans l'émission, parce qu'on l'a enregistrée, elle est dans la boîte comme on dit, et ce soir on pourra la voir avec Ahmed Bdjaoui, on disait que ce qui est impressionnant, c'est qu'Abdelaziz Tolbi a travaillé avec tout simplement les citoyens d'un village qui ne sont pas comédiens. C'est le village... Vraiment toute la spontanéité était là. Oui, de Aïn el-Berda. Et ce qui est encore une fois impressionnant, c'est la justesse du jeu. Et on s'est dit, voilà, c'était important de faire des films à l'époque sur la Révolution parce qu'on disposait déjà d'émotions, de sentiments réels. Ce sont des habitants qui portaient en eux les stigmates du colonialisme et les cicatrices, elles étaient encore là, elles étaient vivantes. Donc quand le viseur de la caméra d'un militant de la LN capte les émotions aussi de villageois qui ont connu ces moments difficiles de l'Algérie occupée, colonisée par l'armée française et la France. Donc on a quelque chose de très authentique. Ce sont des films comme par exemple le film Daourian Houcharq de l'Askari, Patrouille à l'Est. Parfois on n'arrive pas à les différencier d'images d'archives. Donc c'est un film qui n'est pas trop passé, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, parce que moi personnellement je le découvre, je l'ai pas vu pendant toute mon existence dans Ciné Thématique et quand je le découvre, vous allez voir, on va voir quelques extraits avec bien sûr la régie 7, vous allez tout de suite comprendre de quoi Alors justement, Amir, comme à l'accoutumée, nous ramène toujours un petit extrait, un petit peu l'eau à la bouche avant de retrouver Ciné Thématique ce soir. Alors on va voir l'extrait du film donc, de Abdelaziz Tolbi, Noua, et on se retrouve juste après. هذيك نوابة الطالب هي تماما
هي ما جبار بنبونات وجات لاله امها ما تغفر مشات هي يتبع في عزري على روحها هي عزريه هو عزري حبي كسر الشاي بيجي معي يا اخي تعرف لو كان تعطل تضربني او كيف نجيبها هنا لا 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 تحب تحصلي تحوس لي غير السبايل كسرة طابت ولا مازال؟ هاي طابت هاك ديك سبابات على الجوع هاك Voilà, c'était donc un extrait du film Noua de Abdelaziz Tolbi, pardon. Tolbi, pardon. D'Abdelaziz Tolbi. Alors, Amir, donc ça va être en première partie de la soirée. Ouais. Et il y aura aussi un autre film qui va revenir encore une fois sur les conditions précaires, sur ces conditions très difficiles, oui. carrément discriminatoires donc vis-à-vis de la population algérienne lors de la colonisation. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de montrer des films qui ont été produits par la télévision algérienne, réalisés par des équipes de la télévision algérienne. Et puis, ce qui est important, tout le mérite revient à ces techniciens qui à l'aube de l'indépendance, ont tout de suite rejoint ces deux fameuses institutions, à savoir la radio et la télévision. Et comme vous le savez, c'était pas facile parce que les Français n'ont rien enseigné aux Algériens. Et ils ont laissé tout ça dans le tas. Et puis, ces Algériens peuvent... Il y en a qui sont là, qui peuvent témoigner. Ils ont relevé le défi. Bien sûr, ils vont relever le défi. Et il faut savoir que ce sont des films qui ont été réalisés avec peu de moyens. Mais vraiment peu de moyens. Et on arrive à de la magie, à de l'émotion, à des films qui sont très, très esthétiques et qui répondent réellement aux règles du cinéma universel, carrément, parce que ces films qui peuvent être diffusés n'importe où dans le monde. Le deuxième film, en fait, c'est un chef-d'œuvre, parce que c'est le film de Assia Djebar, et on a parlé de l'intérêt de la littérature dans le cinéma. Quand la littérature croise le cinéma, ça donne parfois et forcément des œuvres majeures. On en a des exemples dans le cinéma algérien, hein, donc Mohamed Di pour Le Hariq, Mouloud Mamri pour L'Opium et le Bâton. On a plein de films là où des Boujedra, par exemple, qui travaille sur d'innombrables scénarios. Il y en a, par exemple, le film de Tolbi, c'est une nouvelle, justement, de Taroutar. Donc, on est vraiment dans la pensée littéraire algérienne, l'intellect qui rejoint le cinéma et qui travaille sur des causes. Alors, ici, le film La Zerda ou Les Chants de l'Oubli, c'est un film documentaire, d'abord, très connu de Assia Djebar, qui a été produit en 1982 par la télévision algérienne. C'est une collecte incroyable de photos et de vidéos, j'allais dire, de tournages coloniaux qui vont être déconstruits par Assia Djebar. C'est-à-dire on va déconstruire cette image prise par le colonisateur qui est complètement biaisée, fausse, falsifiée. Et là, on va prendre les mêmes images et on va les lire du côté de celui qui est dans l'autre côté, le colonisé. Mais vous allez voir que c'est un regard très objectif et juste. Il n'y a aucune subjectivité dedans parce que la vérité éclatait aux yeux de tout le monde. Sauf que le colonisateur n'arrivait pas à la voir ou essayait du moins à la maquiller avec tout ce qu'on a vu comme image exotique, stéréotypée de l'Africain, du Maghrébin et de l'Algérien plus précisément. Alors, donc c'est un regard, rapidement, c'est un regard sur le Maghreb entre 1912 et 1942, donc vous allez voir que c'est une période très large, où on voit comment les protectorats se sont installés, la colonisation en Algérie, des images inédites, et puis aussi des voix inédites. Il y a Fanny Fanon qui fait le commentaire, c'est la fille de France Fanon, qui fait des incursions de commentaires. Assia Djebar a travaillé avec le grand Malek Aloula, qui était son époux à l'époque. Ils vont faire ce jet d'œuvre. C'est un film très particulier pour Assia Djebar parce qu'elle a été, je le dis et je termine, qu'elle a été persécutée par ceux qui disaient que fait partie de ces francophones qui font dans la littérature française. Et comme disait Kateb Yassine, le français était un butin de guerre. Il fallait tout simplement renvoyer l'ascenseur, si j'ose dire, au colonisateur par sa langue et quelle maîtrise. Alors, on va voir cet extrait, on se retrouve juste après.
À Tougourt, la fête de la date est célébrée chaque année. L'homme que tu vois couché ne semble que dormir. Voilà, c'était donc un extrait du film documentaire Zebda de Assia Djebar. Donc on se retrouve ce soir, Amir, dans Ciné Thématique pour découvrir donc ou redécouvrir tout ça. ces deux films. Et puis pour Zerda, c'est un travail cinématographique et historiographique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Assia Djebar était une chercheuse en histoire. Donc chercheur en histoire, elle va retrouver ces images, elle va les trouver partout dans le monde. Ils vont les collecter avec Ahmed Djaoui, avec toute l'équipe qu'il a entourée. Ils vont essayer de les mettre voilà, dans les séquences qu'il faut par rapport à des contextes de l'époque, et ils vont les démanteler. Je veux dire, ils vont faire un autre récit qui fait exploser la vérité au monde entier. Voilà, alors rendez-vous pris ce soir à partir de 20h45, bien sûr, pour une soirée histoire, et on continuera parce que la semaine prochaine c'est aussi le 28 octobre et on sera à la veille du 1er novembre. Effectivement, merci beaucoup. Merci. On se retrouve ce soir déjà pour Ciné Thématique à partir de 20h45, vendredi prochain pour Bonjour d'Algérie. Bonne semaine à vous. Et on continue, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée. On va donc recevoir la brillante Lila Borsali. Mais avant de la recevoir, on va l'écouter chanter. On se retrouve juste après. Après 2 ans d'absence, Lila Borsali est parmi nous ce matin. Lila, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, merci pour votre invitation, c'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé. Alors 2 ans d'absence donc liés à la conjoncture, 2 ans d'absence sur scène. Sur scène, mais il faut dire que vous avez quand même accompagné donc tous les amoureux de la musique andalouse à travers beaucoup de concerts en ligne que vous avez proposés. Donc il n'y a pas eu de rupture finalement. Non, pas du tout. Justement, on a essayé d'éviter cette rupture et de rester toujours en contact avec le public à travers justement les concerts digitaux. Et ça, c'est une aubaine pour nous d'avoir ce moyen-là. J'imagine la pandémie un siècle avant, c'était très difficile pour un artiste de rester en contact avec son public, mais nous avions cette alternative et c'est formidable de pouvoir en profiter. Voilà, alors ce qui est encore plus formidable, c'est de pouvoir reprendre donc ces activités sur scène et d'être en contact donc, avec son public. Le premier concert demain, Inch'Allah, donc le 23 au niveau de l'Opéra d'Alger, un beau programme que vous promettez à nos téléspectateurs. J'espère un beau programme, en tout cas, on fait tout pour ça. Comme
vous le dites, c'est le demain, samedi à 9h à l'Opéra Boualem Bessayah, avec un thème, celui des oiseaux, Min Dawhat el Atyar. C'est un thème que nous avons choisi pour l'année. On commence par la Nouba comme chaque mois de septembre et octobre, puisque là on est un petit peu en retard. Et puis après, on passera à d'autres, disons, d'autres volets de la musique andalouse, le haouzi, la chanson du Chahabi ou alors le chant soufi. Mais on a constitué une sorte de trilogie, on va dire, pendant toute l'année. Et là, on commence par la Nouba Razdeddin, où on retrouve des textes donc choisis du patrimoine, où on parle de la symbolique de l'oiseau. Vous savez que c'est vraiment un élément qu'on retrouve énormément dans les poésies andalouses et maghrébines. Et voilà, donc on a traité ce thème. Alors ce thème-là aussi représente un petit peu tout ce rapport de l'homme à la nature. Hein. Tout à fait, la nature est très présente. D'ailleurs, la scène voilà, vous mettra déjà normalement dans l'ambiance, puisqu'il y a une paysagiste qui vient nous décorer la scène. Pour nous, c'est une première. Ne laisse jamais rien au hasard. C'est très important. Chaque détail dans le spectacle, chaque détail est important. C'est le détail qui a une différence. Je pense que des chanteurs qui savent chanter, il y en a, et c'est formidable qu'on ait beaucoup de belles voix. Après, chacun se différencie par rapport aux détails qu'il va ramener. Et nous, avec mon groupe, on veut toujours soigner les petits détails. Et je pense que le public est sensible à cela. Et on crée encore plus ce lien avec ce public qu'on a tellement perdu ces 2 dernières années, parce que les concerts digitaux, c'est bien, mais ça ne remplace pas ce regard direct avec le public. Effectivement, l'idée, ça va être pour la première partie, mais sinon il y aura une deuxième partie. Évidemment, parce que c'est pas suffisant. Une nouba, ça dure à peu près une heure, et on va pas venir que pour 1 heure. Et comme on n'est pas loin du Maoulid Nabawi Sharif, on a consacré la deuxième partie à cela. Donc je vais pas donner plus de détails que ça. Juste un petit avant-goût. Non, mais bon, disons qu'on va essayer de créer 2 endroits. D'abord, la Nouba installée avec Tsaddar, et puis après, quelque chose d'un peu plus léger, parce que le public aussi a besoin un petit peu de se raviver avec des chants un peu plus légers, mais qui restent dans le domaine des chants sacrés. Voilà. Alors, mais sinon, dans la Nouba, il va y avoir plusieurs mouvements, n'est-ce pas? Oui, comme une Nouba classique, vous savez que à chaque début d'année, on présente toujours la Nouba dans son ça continue. C'est-à-dire le Msaddar, le Taïhir, le Darj, l'Insrafat et le Mkhalas. On respecte. Pendant l'année, en général, on joue avec ça, on structure, voilà, c'était dans la structure de la Nouba. On structure la Nouba, on reste fidèle à ce que nous connaissons. La seule différence, c'est que voilà, c'est qu'on a choisi un seul thème et que le public va rentrer dans la bulle de la nature, la bulle des oiseaux, le chant des oiseaux. Vous savez que Ibn Khafaj a dit qu'il fallait se lever de bonne heure pour chanter mieux qu'un oiseau. Voilà, effectivement. Alors, Lila, est-ce qu'on va retrouver la conteuse demain? Parce qu'on sait, vous nous avez quand même habitués à ce type de concert, quand même, de spectacle, j'ai envie de dire, qui est très particulier. Là, on vous entend chanter, mais on vous entend aussi compter. Et ça fait quand même un jumelage, j'ai envie de dire, très agréable à vivre en ce moment-là, d'autant plus que c'est une très belle description de la nature, comme vous le dites. Oui, alors il y aura évidemment une description du spectacle, ce ne sera pas des contes, parce que disons que le thème, enfin pas que le thème, mais la structure de la Nouba ne me le permet pas, mais il y aura une explication du texte, parce que j'aime bien expliquer aussi au public ce qu'il va écouter. Souvent, de la musique, on ne sait pas réellement de quoi il s'agit. Il est très important pour moi d'expliquer dans quoi on va embarquer les gens. Et voilà, donc oui, il y aura une explication. Je parle beaucoup au public. C'est quelque chose... Ça, c'est très particulier. Ça, effectivement, la communication est très présente entre vous et votre public. Des fois, je me dis, bon, j'en fais peut-être un petit peu trop. Je me dis, il va y avoir peut-être quelqu'un qui va me dire au fond de la salle, bon, allez, musique. Mais bon, c'est important pour moi de discuter avec les gens parce que pour moi, c'est créer un lien assez particulier avec eux. Et puis, je me confie un peu à eux parce qu'ils sont venus pour moi et c'est formidable de pouvoir
discuter avec le public. Voilà, alors en régie, vous avez beaucoup de fans. Et là, on me dit à la pastille qu'ils veulent un petit a cappella. Alors, je ne sais pas si c'est possible, moi je ne fais que transmettre. Oui, toujours le matin, c'est toujours compliqué. Oui, de voilà, chanter, pour les artistes, mais- c'est toujours... Alors c'est vrai qu'on les prend avec des pincettes le matin, les artistes. Hein. Oui, oui. Mais je vous chante la fin de notre spectacle parce que c'est la fin de l'émission, n'est-ce Oui, pas? effectivement, c'est la fin de l'émission. قدوم الحبيب تمام السرور وكأس المحبة علينا يدور قدوم الحبيب تمام السرور وكأس المحبة علينا يدور فأهلا وسهلا بمن زارنا أمير الملاح وزين البدور فأهلا وسهلا بمن زارنا أمير الملاح وزين البدور. J'imagine qu'en régie, il ne veut pas que ça se termine. Hein. Vous voulez rallonger l'émission? Allez, un petit peu. Il nous reste encore un peu de temps. Allez, encore un petit peu. فلا تعدلوني. Encore un tout petit peu. Bon, alors je reprends depuis le début dans ce cas-là. فأهلا وسهلا بمن زارنا أمير الملاح وازن البدور فأهلا وسهلا بمن زارنا أمير الملاح وازن البدور اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد عليه السلام. Lila, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable, un bon week-end à tous. Et je vous retrouverai avec un grand plaisir demain à 9h. Au revoir.